l'occasion de le dire très vite, mais si vous suivez le président de la République à l'occasion de son adresse à l'Union sacrée, il a dit, d'abord il a rappelé l'importance du processus de Washington et des Doha. Le vice-premier ministre pourra peut-être dire un mot parce qu'il est parmi ceux qui supervisent notre équipe qui est sur place. Ensuite, au plan interne, il a dit que c'est lui les garants et que c'est le seul à prendre l'initiative pour une quelconque forme de dialogue. Et je pense que de ces points de vue, bien au-delà de consultations nationales qu'il avait initiées, souvenez-vous de ce qu'il disait aux députés de l'Union sacrée le 22 février 2025, qu'il était ouvert. Et je pense que dans cet ordre, il avait reçu la délégation SNC-Senko. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunis. Une feuille de route a été présentée. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme celui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il a exprimé parce que c'est conforme à tout ce qu'il défend depuis le premier jour. Monsieur la paix, on la recherche et la paix se construit, donc elle reste un processus et un processus qui n'est pas aisé à mettre en place. Donc il faut s'y concentrer et nous, on ne va pas se disperser pour donner la paix à nos populations. On a déjà deux processus costauds, ficelés, qui se mettent en œuvre pas de façon assez aisée, donc inutile pour nous d'aller nous disperser ou nous distraire dans des initiatives qui ne donnent pas l'espoir d'une paix que le peuple congolais recherche. Concernant la criminalité à Boma, oui, il y a la problématique d'une certaine loisivité dans laquelle se retrouve une certaine catégorie de la jeunesse congolaise. Mais il faut aussi intégrer le fait que Boma se trouve dans une situation géographique qui l'expose aussi non seulement à la criminalité transfrontalière, mais aussi au phénomène de criminalité entre nos différentes villes et provinces. Lorsque vous menez ou nous menons de fortes opérations contre la criminalité dans la ville de Kinshasa, ces groupes-là dont je parlais tout à l'heure, de ces bandes organisées de criminels, ont pour stratégie de quitter la ville de Kinshasa pour échapper à la répression policière. Et elles vont dans deux directions, soit vers la province du Congo central, soit vers le Kwilu ou le Kwango, pour échapper au service de la police. Et elles s'y installent et elles créent aussi là-bas des cycles de criminalité. Mais il y a aussi les pays frontaliers, dont principalement l'Angola.
Et c'est clairement visible, les dernières arrestations qui ont été faites dans ces différents groupes de criminels, on trouve non seulement ces nationalités-là, mais aussi en termes d'identification des citoyens congolais résidant dans telle province qui sont dans des mouvements migratoires entre les différentes villes. Depuis ce qu'on a connu dans la ville de Boma dernièrement, des événements regrettables, nous avons envoyé le commissaire général de la police nationale congolaise en mission pour inspection au niveau interne de la police. Il y séjourne jusqu'à présent, je crois qu'il va rentrer dans les 48 heures. Nous attendons son rapport pour nous permettre de prendre des dispositions aussi au niveau interne de la police, pour permettre à ce que nous puissions corriger en interne et donner aux villes de la province du Congo central un commandement plus rassurant qui va mieux sécuriser nos populations et nous éviter de nous retrouver dans les situations dans lesquelles nous sommes retrouvés ce jour-là et permettre une meilleure répression de tous ces mouvements migratoires de la criminalité qui sévit dans la sous-région. Et je crois que ça va aider, mais l'idée de voir le service national prendre de l'ampleur dans nos différentes provinces, c'est un projet du président de la République et il y tient beaucoup et il en a fait un service rattaché à son cabinet pour pouvoir suivre et faire en sorte à ce que ce service se déploie. Il est en train de se déployer dans les différentes provinces et je crois que en termes d'encadrement de notre jeunesse, ça donne déjà des fruits et ça va continuer. Voilà, on va prendre la question de John Kanyunyu, puis ce sera Patrick Lacoué sur ses propos. Je crois que c'est une observation générale. Nous voulons parler de la situation sécuritaire générale dans ce pays en cette période de rentrée. On ne peut pas faire de focalisation sur un cas qui est pris en charge par la justice. Voilà. On va prendre les questions de Patrick. Depuis quelques jours, vous êtes journaliste. Il avait été constaté aux alentours de cette résidence, dans ce quartier, non seulement des rassemblements, des veillées, du tapage nocturne. Les voisins s'en sont plaints, mais aussi l'ordre public était atteint. Et accompagné de cela, une campagne de déstabilisation. Vous êtes des médias, vous devez être peut-être même mieux renseignés que les services de déstabilisation, même de la rentrée scolaire. Donc je crois que face à toutes ces menaces et tous ces dangers, vous devez aisément comprendre et expliquer que l'administration responsable de l'ordre public ne pouvait que faire son travail pour sécuriser les uns et les autres. Vous avez parlé de menaces, parce qu'il n'y a pas eu comme tel pillage, mais menaces de pillage organisées à travers cette dynamique de veillée. Et il était important que la police fasse son travail. Elle a fait son travail pour sécuriser nos populations et je crois que c'est à notre avantage, à nous tous. Merci. Voilà, merci, Monsieur Patrick Lacoué. Puisque il y a quelques mois, sinon l'année dernière, il y avait le processus d'obtention. Bon, parce que vous parlez d'identification, ce dont je peux vous rassurer, c'est que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, est pleinement engagée dans un processus d'identification de la population. Il y a eu des initiatives sur lesquelles le ministère, à travers l'ONIP, continue à faire avancer ce projet-là. Et il faut arriver à différencier la délivrance de la carte d'identité et l'identification de nos populations. Les Congolais sont connus. Je crois que vous êtes Congolais, je suis Congolais et nous savons que nous sommes Congolais.
Donc, il ne faut pas créer une confusion sur cette question-là. Nous avons plusieurs groupes ethniques et le groupe ethnique Banyamulenge est connu et est congolais. Il ne faut pas en créer une confusion. Ça, c'est la propagande de M. Kagame qui veut en faire son fonds de commerce pour sa criminalité en République démocratique du Congo. Maintenant, en termes d'identification, je peux peut-être vous informer qu'il y a un bon nombre de programmes d'identification des personnes physiques vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Mais le travail que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement, c'est de créer un cadre de coordination de tous ces programmes, parce qu'au ministère de la Santé, par exemple, il y a une identification qui est en cours depuis un certain temps. Au ministère de l'EPST, nos élèves sont dans un processus quotidien d'identification. Et il y a des données au niveau de ce ministère-là. L'armée identifie, la police identifie, et ainsi de suite. Et nous créons cette coordination-là pour une meilleure gestion des différentes données, et cela va faciliter l'institution légalement habilitée, l'ONIP, pour finaliser son processus de mise en place du fichier d'identification de la population, qui va amener à la délivrance des numéros d'identification qui nous concernent tout un chacun ici, et puis après à la délivrance de la carte d'identité que nous sommes en train de finaliser pour bientôt. Alors, je crois que... Oui, allez-y. Est-ce que cette base de données est interrogeable? C'est-à-dire que si aujourd'hui... Interrogeable par qui? En tout cas, je sais que c'est une base de données qui... Lorsque nous avions débuté ou lancé les activités sur la lutte contre la criminalité avec l'opération Ndobossi, vous avez bon souvenir, je crois qu'il y a des archives ici. Je vous avais fait état au niveau de la police nationale congolaise d'un fichier sur la criminalité en République démocratique du Congo. Et ça, il existe. Et il est bien constitué avec des données extrêmement riches. Et je peux vous dire que c'est ce fichier-là qui a permis à ce qu'aujourd'hui, la police nationale congolaise, à travers ses différents services, puisse mettre la main sur différents criminels et réduire sensiblement. C'était l'année passée. Ça nous a permis d'avoir un mois de décembre, principalement dans les grandes villes, plus ou moins dans une certaine quiétude. C'est pour vous dire que ces bases de données, elles existent. Et maintenant, ce sont des bases de données sécurisées. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas n'importe quelle administration qui a droit à avoir des données de ces bases, de ces éléments-là. Parce que même vous-même, vous n'accepterez pas que tous les éléments qui concernent votre identification soient mis à la disposition de n'importe quelle administration. C'est géré, et la loi le prévoit, c'est principalement l'ONIP qui en a la gestion et qui donne ou qui donnera à chacune des administrations les éléments dont elle a besoin. Mais en matière de criminalité, au niveau de la police, je peux vous rassurer que les éléments sont là, une base de données est bien constituée, et c'est ce qui permet à ce qu'on sait facilement identifier ces criminels. Ils sont connus, on connaît non seulement leurs habitudes, mais leur lieu d'influence. Voilà, donc au-delà de ce que... Parce que la sécurité est une des questions fondamentales sur laquelle nous travaillons. Et dans l'exercice de ce soir, nous aurons évidemment l'occasion de refaire le tour de la question avec un point, un focus sur la situation dans les deux provinces qui sont sous contrôle de forces d'occupation. Nous reviendrons notamment sur l'évolution des discussions, mais aussi, vous avez suivi avec nous les rapports qui sont sortis récemment et qui ont documenté
des cas de violation massive de droits de l'homme, notamment le ciblage des certaines ethnies. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais après, nous aurons aussi l'occasion, avec le vice-premier ministre, de parler de l'évolution de son programme de lutte contre la criminalité et les banditismes urbains. Il avait eu pour ce faire l'occasion de faire le tour de certaines provinces, et parce que ça reste une question cruciale, il aura l'occasion de nous dire quelques mots là-dessus, mais aussi il pourra répondre à d'autres questions qui relèvent de son secteur. Monsieur le vice-premier ministre, merci de votre disponibilité à nouveau ce soir pour qu'on puisse faire le tour de la question dans un contexte de rentrée scolaire. Vous avez noté hier que la rentrée scolaire s'est plutôt déroulée dans les calmes dans toutes les provinces de la RDC. Il y a évidemment de problèmes dans des provinces sous occupation, mais c'est consécutif aux recommandations formulées à la fois par le président de la République et Rougabicha. Nous étions au Palais du Peuple, puis au cimetière pour voir de quelle manière la République remercie ceux qui décident de se sacrifier pour eux. On peut regarder ces images et puis évidemment on prendra une réaction du vice-premier ministre à ce sujet qui a été l'autorité directe du gouverneur militaire avec lequel il a travaillé, et nous espérons que tous ceux qui ont suivi la cérémonie d'hier voient quelle est la place que la République réserve pour ceux qui choisissent de la défendre jusqu'au bout et pour ceux qui choisissent, en tout cas comme nous, de rester mobilisés, vous sûrement aussi, contre cette agression que nous subissons dans l'Est de la RDC. Monsieur le vice-premier ministre, le gouverneur Peter Chirimwami, vous avez eu l'occasion de travailler avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire en sa mémoire après la cérémonie en hommage qui lui a été rendue hier? Et, merci de l'opportunité, de l'invitation que vous m'avez faite ce soir pour être parmi vous et pouvoir communiquer avec les téléspectateurs de la RTNC à travers toute la République démocratique du Congo. Hier, c'était une journée remplie d'émotions. D'émotions parce que nous avons honoré de vaillants généraux, vaillants fils de la République démocratique du Congo qui ont donné de leur vie jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la République face à cette agression barbare d'une armée étrangère accompagnée de ses supplétifs qui ont décidé de semer le malheur et le désastre sur le territoire de nos ancêtres et qui font subir cela à nos populations. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec le général le gouverneur Chirimwami à plusieurs reprises lors de mes différentes missions dans la province du Nord Kivu à deux titres, en tant que conseiller principal du chef de l'État au collège politique, mais aussi, et là j'avais une autorité sur lui en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était un brave. Alors là, vraiment un brave. Et je reste convaincu que ce jour-là où il nous a quittés, c'est sa bravoure et sa volonté de défendre notre peuple, de défendre notre territoire, sa volonté de réduire l'influence des ennemis qui l'a exposé à cette situation-là. Il a pris son courage, il est allé au-devant du front. J'étais en communication avec lui, je crois, une ou 2 heures avant ce triste événement, lorsqu'il avançait vers Saké, et très confiant que, avec son leadership, il allait encourager ses hommes et ses troupes à aller de l'avant, à défendre la ville de Goma, parce que les menaces devenaient de plus en plus fortes sur cette ville-là, et il était encourageant. Et il me rassurait même qu'il sont en train de tenir bon, et quelques heures après, on a appris qu'il avait été touché, il fallait l'évacuer. Et aujourd'hui, la République a décidé de les honorer, lui et son compagnon qui est décédé, lui, dans le territoire de Calais, dans pratiquement les mêmes conditions, avec la même détermination. Et c'est dire qu'on a des vaillants
officiers dans notre armée. C'est dire que notre cause est juste parce qu'ils décident et ils sont convaincus, ils continuent à être convaincus qu'au prix du sacrifice suprême, la République est à défendre, notre combat est juste et nous allons vaincre. Et nous avons ce devoir de les honorer et la meilleure manière de les honorer, c'est d'aller jusqu'au bout, aux côtés et derrière le président de la République, chef de l'État, pour atteindre notre objectif de souveraineté, de liberté et d'indépendance. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. C'était aussi l'occasion, sûrement, que Pau du Soldat, le cimetière destiné à accueillir ceux qui se dévouent pour la défense de la patrie. Monsieur le Vice-Premier ministre, avant que nous puissions entrer dans le sujet du jour où nous allons faire le tour de la situation sécuritaire, mais tout à l'heure, vous avez ouvert un atelier sur les mécanismes de stabilisation des institutions provinciales. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que nous savons que les provinces sont tout le temps secouées par des crises de collaboration entre gouverneurs et présidents des assemblées provinciales et d'autres structures provinciales. Effectivement, c'est depuis la conférence des gouverneurs qui s'est tenue, si je ne me trompe pas, dans la province de l'Équateur, ville de Mbandaka, que le président de la République avait pris des instructions qui nécessitaient à ce que le gouvernement puisse s'engager à un encadrement des provinces et des institutions provinciales, un encadrement permettant à leur stabilité. Et c'est le travail que nous faisons de façon assez rigoureuse au niveau du ministère de l'Intérieur. Et au cours du 44e Conseil des ministres, la question est revenue dans les débats et une nouvelle instruction a été donnée qui a permis à ce que le ministère de l'Intérieur puisse présenter certaines orientations qui pouvaient permettre à ce que les institutions provinciales puissent se mettre dans un état d'esprit de convivialité qui allait concourir à la stabilité de ces institutions-là. C'est comme ça qu'il a été aussi initié et décidé que nous puissions organiser un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs de ces institutions, accompagnés des institutions ou des services du ministère qui ont la responsabilité de les gérer. Et nous avons décidé d'organiser un atelier de renforcement de capacité engagé sous la thématique de la stabilité et du fonctionnement des institutions provinciales. C'est ainsi que nous avons invité les gouverneurs des 26 provinces, donc des 25 provinces et de la ville de Kinshasa, ainsi que les bureaux, les 5 membres des bureaux des assemblées de ces différentes provinces et de la ville de Kinshasa. Nous les entretenons pendant 2 jours dans cet atelier sur différentes thématiques qui va permettre à ce que nous puissions avec eux en sortir avec un engagement consensuel et ferme sur des directives qui vont permettre à ce que nous nous convenions sur une stabilité de ces institutions et une collaboration conviviale entre l'organe de contrôle et l'exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et cela, nous le voulons pour leur permettre de travailler et de produire, de livrer les différents programmes de développement qui sont entendus de ces différentes provinces, parce que effectivement la politique de la territoriale actuelle de la décentralisation veut que le développement soit conçu, créé à la base au niveau de ces différentes entités territoriales. Et pour que cela soit une réalité, il faut qu'il y ait une certaine stabilité pour permettre à ce que ces programmes de développement non seulement soient conçus, mais soient aussi exécutés, de même que ceux qui viennent du gouvernement central. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. À présent, c'est qu'il y a des rapports, notamment de Human Rights Watch ou du bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme.
mais aussi la situation à Uvira. Qu'est-ce que vous pouvez... Bon, il y a il y a les territoires occupés, et on va commencer par là. Je crois qu'en ce qui concerne les territoires occupés, que ce soit dans la province du Nord ou du Sud Kivu, la situation sécuritaire est pratiquement la même en termes de violation des droits de l'homme. Nous continuons au jour le jour à enregistrer les différentes violations des droits de nos concitoyens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles d'insécurité. Il faut dire que ce soit les rafles et les enlèvements des jeunes gens continuent pour les enrôler de force dans les mouvements armés. Effectivement, le respect aussi, malheureusement, du principe de cessez-le-feu reste encore tout un challenge. Et à côté de cela, la mise en place de l'administration parallèle continue à se mettre en place. Nous avons vécu en début de cette semaine la rentrée scolaire. C'est l'occasion de signaler que malheureusement nos enfants qui sont sur les territoires occupés ne bénéficient pas de la gratuité de l'enseignement, ce qui aura un impact considérable sur le système éducatif national. Et le jour où la paix sera consolidée, lorsque nous allons travailler sur la restauration de l'autorité de l'État, ça fera partie aussi des questions majeures que le gouvernement devra prendre en charge. Donc, en somme, c'est cette situation que nous avons souvent relayée qui continue avec les différentes violations des droits de l'homme et les différentes menaces. Mais de l'autre côté, les processus continuent. Ici, je dois souligner que l'équipe qui représente le gouvernement de la République séjourne toujours à Doha et les travaux avec le concours de la médiation qatari se poursuivent de jour en jour. Il y a eu des échanges conformément à la déclaration de principes qui ont débuté sur les mesures de confiance avec la problématique de la libération des prisonniers. Et ils sont évolués aujourd'hui sur le deuxième point qui concerne le principe de cessez-le-feu, et les discussions continuent sur cette question-là. Alors, sur les autres provinces, je crois que nous avons tous eu à constater que nous avons quand même réussi à avoir une rentrée scolaire plus ou moins dans des conditions respectables. Un travail a été fait depuis les semaines précédentes avec le ministère de l'EPST pour arriver à trouver un compromis avec les écoles et les enseignants. Et de notre côté, au niveau du ministère chargé de la sécurisation du territoire, nous avons aussi mis en alerte tous les différents services pour que nos enfants puissent rentrer dans des conditions sécuritaires les plus convenables possibles. Concernant la criminalité, nous continuons nos différents efforts engagés à travers le programme de lutte contre la criminalité dénommé Opération Ndobo, à travers les différentes provinces, les différents commissariats provinciaux, mais nous avons déjà réussi à faire l'itinérance dans cette province. Dernièrement, nous étions dans la province du Kwilu, où nous avons partagé avec le commissariat provincial. C'est vrai que la criminalité reste un phénomène qui persiste et qui se vit et qui est combattu chaque jour. Lorsque vous parcourez les annales de la police criminelle, en termes de répression, nous avons quand même réussi, ou la police a quand même réussi à mettre la main sur un bon nombre de leaders des différents groupes organisés dans cette criminalité, qui sont aujourd'hui entre les mains
de la police et qui nous permet aussi d'avoir davantage d'éléments sur les différentes mutations de ces organisations criminelles qui sont des organisations qui ont des stratégies de déplacement et de mutation et qui fait que des fois il faut un suivi assez approfondi. Mais la police continue à faire ses efforts et je peux rassurer nos populations que nous sommes pleinement concentrés sur ce phénomène et que nous allons continuer à le poursuivre jusqu'à ces derniers retranchements. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier de la situation sécuritaire dans les provinces sous occupation. Mais nous avions eu une intervention du ministre d'État, ministre de la Justice, qui est revenu notamment sur l'état de la justice dans ces provinces avec l'intention manifestée des occupants, de ceux qui gouvernent par crime, de vouloir s'ériger eux-mêmes en justiciers, ce qui est totalement illégal. Et si vous avez lu le compte-rendu, il y a bien des recommandations qui ont été formulées à propos, parce que ceux qui gouvernent par crime ne peuvent pas penser une seule seconde pouvoir dédoubler la justice avec une administration